Bonjour Stanislas Guerini, merci Bonjour. beaucoup d'être avec nous ce matin, secrétaire général de l'AREM et ministre de la fonction publique. Vous le serez toujours dans quelques jours ou pas? En tout cas, c'est mon souhait le plus cher. Quand on fait de la politique, c'est pour servir, c'est pour être utile. Et j'ai le sentiment qu'il y a des belles choses à faire en étant ministre de la fonction publique. On verra et on en reparlera dans quelques minutes, mais on va d'abord parler de ce dossier. L'augmentation du point d'indice que vous avez confirmé hier est précisée 3,5%. Elle concerne tous les fonctionnaires, qu'ils soient titulaires ou contractuels. Exactement. Ça fait 5,7 millions d'agents. Ça sera visible sur la feuille de paye à la fin juillet. Non, ça sera visible sur la feuille de paye au mois d'août, parce qu'il faut le temps que les administrations puissent l'intégrer dans les logiciels de paye. C'est aussi bête que ça. En revanche, ce que je souhaite, c'est que ça soit effectif dès le mois de juillet. C'est-à-dire que sur la feuille de paye du mois d'août, il y ait l'augmentation de juillet et d'août. Parce que je pense qu'en politique, quand on décide quelque chose, quand on vote quelque chose à l'Assemblée, dans les budgets en l'occurrence, eh bien je pense que c'est utile que ça s'applique dans la vie des gens au même moment. Et donc, mon souhait, c'est que cette augmentation du point d'indice, qui est tout à fait historique, elle soit visible le plus rapidement possible pour les Français et effective pour le mois de juillet. D'accord, donc pas d'effet de... Enfin, il faut prévenir une déception éventuelle. Fin juillet, il n'y aura pas l'augmentation dans les portefeuilles. C'est bien de faire cette pédagogie-là. 2 mois, fin août pour la rentrée. Voilà, je pense que chacun peut comprendre qu'on doit intégrer ça dans les logiciels de paye. C'est normal, c'est logique. Vous avez rappelé qu'il y a beaucoup d'agents de la fonction publique dans le pays. Certains sont dans des collectivités territoriales, d'autres dans la fonction publique hospitalière, d'autres dans la fonction publique d'État. Donc il faut que ça s'applique à tout le monde. Mais une décision effective dès le mois de juillet, c'est-à-dire qu'on considère l'augmentation pour le mois de juillet. D'accord. J'ai parlé de bonus, c'est pas juste. Ah, c'est pas un bonus. Parce que ça n'est, pardon, je finis, parce que ça n'est que justice. Il y a une inflation qui est prévue à 5,5% pour l'année, ça c'est l'INSEE. Regardez ce que tweet par exemple une députée d'opposition LFI, Bénédicte Taurine, à propos de votre annonce hier. La blague du jour par Stanislas Guerini, point d'indice des fonctionnaires plus 3,5%, inflation actuelle plus 5,5%, inflation prévue en septembre 7%. Vous comprenez l'intention? Je trouve ça un peu choquant que l'on puisse parler de blague quand on vient d'annoncer l'augmentation du point d'indice la plus forte depuis 1985, le début du quinquennat de François Mitterrand, il y a plus de 37 ans. C'est un effort collectif de 7,5 milliards d'euros. 7,5 milliards d'euros. Un point d'indice égale 2 milliards de 2 dépenses. milliards d'euros. 3 points d'indice et demi égale 7,5 milliards d'euros. Donc c'est tout à fait conséquent. C'est normal. C'est effectivement une mesure de justice parce qu'elle correspond au moment que nous vivons. Mais je veux être très concret. Moi, je pense que ce qui compte, c'est l'effet sur la fiche de paye. Parce que cette augmentation du point d'indice, 3,5 points, elle vient s'additionner avec les augmentations qu'il y avait de façon naturelle, l'augmentation moyenne individuelle dans la fonction publique qui était de 1,5%. Donc c'est exactement. Moyenne, et donc l'augmentation du point d'indice, c'est en plus, Elisabeth Martichaud. Ça veut dire qu'il y a 3,5% d'augmentation du point d'indice qui viennent s'ajouter à 1,5% d'augmentation moyenne dans la fonction publique. C'est-à-dire que sur la fiche de paye, en moyenne, ce sont 5% d'augmentation. Prenons un exemple très concret. Une sage-femme qui est au milieu de sa carrière, c'est 1 330 € net par an, le seul impact, augmentation du point d'indice. Donc vous voyez que c'est tout à fait conséquent. Non, je ne crois pas que ce soit une blague. Je pense que notre pays vit un moment difficile. Le retour de la vie chère, le retour d'une inflation comme on n'a pas connu depuis des décennies, elle est là, elle est effective. Notre pays protège mieux nos concitoyens que certains de nos voisins. On prend des mesures qui concernent tous les Français. Le bouclier tarifaire pour empêcher l'augmentation des prix de l'énergie, c'est une mesure totalement inédite dans le monde. Mais ces mesures-là, elles n'empêchent qu'il y ait aujourd'hui effectivement 5% d'inflation. Je crois que ce que nous faisons hier, ça répond à cette situation que je qualifierais d'urgence sociale. Elle n'épuise pas le grand chantier qui est devant nous. Et je l'ai dit comme ça aux organisations de la fonction publique, qui est celui de l'attractivité de la fonction publique. On y va. Mais les fonctionnaires, les agents qui sont au SMIC, ils ont cette augmentation. Est-ce qu'ils auront aussi l'augmentation, ça s'ajoute aussi à l'augmentation du SMIC qui est prévue pour les 2 mois qui viennent? Mais je vais vous dire mieux, non seulement ça vient s'ajouter, et la fonction publique a bien sûr intégré toutes les augmentations. Il y a à peu près eu 10% ces derniers mois d'augmentation du salaire minimum.
elle l'intègre évidemment dans ses grilles. Mais ce qui faisait que le nombre d'agents de la fonction publique qui étaient rémunérés au SMIC, il avait beaucoup augmenté. Vous aviez environ 700 000 agents publics qui étaient rémunérés au SMIC. Eh bien, après la décision que nous venons de prendre, il n'y en aura plus un dans notre pays à partir du mois de juillet. Il y aura 0 agent public rémunéré au SMIC. Au minimum, ceux qui sont les moins rémunérés, ils seront 3,5% au-dessus du SMIC. C'est très important. C'est une mesure de justice, c'est une mesure d'efficacité pour protéger nos agents publics auxquels il faut rendre hommage, Elisabeth Martichaud. Oui. Je le fais quand même d'un mot. Mais parce qu'ils ont été là. Vos réponses sont très longues et mes questions sont très nombreuses. Mais très courtes. Ils ont été là dans les moments difficiles. Les Français le savent. On a besoin d'une fonction publique efficace, d'une fonction publique qui sait aussi valoriser et protéger ses agents. Je crois que c'est ce que nous sommes en train de faire. Clause de revoyure ou pas? Je vous demande ça parce que quand même, 3,5%, c'est en dessous de l'inflation. Les fonctionnaires vont y perdre sur le papier. Donc, est-ce qu'il peut y avoir... Est-ce qu'il peut y avoir 5% l'effet sur la fiche de paye, 3,5% en plus, et 1,5% en plus des augmentations moyennes dans la fonction publique. Je pense qu'il faut être très clair. C'est une moyenne. Il y en a qui ne touchent rien de cette augmentation. Il y en a qui touchent plus. La clause de revoyure, juste c'est oui ou c'est non pour ajuster le taux d'indice, le point d'indice à l'inflation. Moi, j'ai indiqué qu'il n'y aurait pas de clause de revoyure spécifique sur le point d'indice. Soyons très clairs là-dessus. En revanche, on aura évidemment de nombreux rendez-vous avec des organisations syndicales, de nombreux rendez-vous, d'abord pour bien faire le point sur l'effectivité des mesures que nous avons décidées hier, et puis des rendez-vous pour parler rémunération, pour parler attractivité, pour parler carrière, parce que ce sujet-là, je le disais, est un sujet qui est largement devant nous. Oui, il y a un déficit d'attractivité aujourd'hui dans la fonction publique. On le voit. Il y a des crises de vocation, criante, à l'hôpital, évidemment, à l'école, ce qui est quand même très, très grave. Dans tous les secteurs de la fonction publique sont touchés par cette crise des vocations, par le manque d'attractivité. J'élargirais encore un peu plus le propos. Ça fait plus rêver d'être fonctionnaire. D'abord, aujourd'hui, toutes les organisations, y compris les entreprises du secteur privé, ont du mal à recruter. Oui. On le voit partout. Donc, c'est une réalité. Il y a cette pénurie. Ça a commencé avant. Ça a commencé avant. Bien avant. Et d'ailleurs, c'est aussi l'effet d'une politique très active sur l'emploi. Le sujet, il y a 5 ans, c'était justement le chômage. Aujourd'hui, c'est des difficultés de recrutement. Bien, je ne vous fais pas un scoop ce matin en vous disant que la fonction publique, elle a aussi beaucoup de mal à recruter. Sur certains secteurs, filières, c'est encore plus criant. L'hôpital, l'école. Ça touche à peu près tous les secteurs de la fonction publique. Oui, et particulièrement dans certains bassins d'emploi, particulièrement sur certains métiers. Vous voyez, les métiers du numérique, par exemple. On a besoin de moderniser notre fonction publique. On a besoin de numériser davantage. Eh bien, on a du mal à recruter certaines professions. Et donc, nous aurons à mener ce travail-là. Parfois de façon spécifique. C'est le cas pour les professeurs, par exemple. Ça fait partie du programme présidentiel. Nous voulons mieux rémunérer les enseignants. En plus de ce que je viens de vous dire, évidemment, sur le point d'indice. Et puis, nous avons un travail à mener sur la façon de faire carrière dans la fonction publique. Aujourd'hui, la façon dont on construit une carrière, elle se fait beaucoup de façon automatique, à l'ancienneté, si je puis dire, avec peu de levier managérial d'ailleurs pour les encadrants dans la fonction publique. Eh bien, moi, ce que je souhaite discuter avec les organisations syndicales, c'est de mieux récompenser l'engagement, de mieux valoriser certaines filières professionnelles. Non, ce n'est pas le salaire au mérite. Mais vous voyez, moi, je suis par exemple un grand défenseur de l'intéressement et de la participation dans les entreprises. Eh bien, je crois que l'idée d'avoir des plans d'intéressement dans la fonction publique, ce n'est pas un sujet tabou pour moi. Sur quels critères? En fonction de la réussite, par exemple, collective d'un service, pour bien servir les usagers, pour répondre rapidement. Mais ça veut dire que la question qu'il faut pouvoir poser, c'est une question globalement qui seraient mieux rémunérés que d'autres. C'est une question de pour la qualité de service, pardon. Mais il y aurait des services qui seraient mieux rémunérés que d'autres pour la qualité de service. Aujourd'hui, nous mesurons la qualité de service. Et les usagers de la fonction publique peuvent mesurer service par service, donner leur avis sur, justement, la qualité pour l'usager, pour le citoyen. Et ce seraient les citoyens qui jugeraient. Ça serait évidemment à définir. Mais moi, une espèce de TripAdvisor du service public. Oh non, je pense qu'il ne faut pas le caricaturer comme ça. Mais d'avoir des critères d'engagement, mais encore une fois, c'est extrêmement positif. Vous savez, il y a eu un sondage auprès des agents de la fonction publique qui montrait que 83% d'entre eux, je parle des agents, avaient envie d'être récompensés pour leur engagement. Parce qu'ils font un travail formidable. Parce que quand on rejoint un service public,
C'est une vocation de servir l'État, une collectivité. C'est extrêmement important. Chantier que vous Donc, ouvrez, ce chantier-là, je souhaite l'ouvrir à la rentrée pour pouvoir engager une réflexion très large sur l'organisation au travail, sur la qualité de vie au travail, sur la santé au travail aussi, pour les agents de la fonction publique, quelles aient des conséquences sur la fiche de paye et quelles aient des conséquences dans l'organisation même de nos services publics. L'objectif, c'est d'aboutir en 2023. Vous savez, moi, je suis très respectueux du calendrier, et notamment du calendrier du dialogue social. Il y aura un moment très important qui seront les élections professionnelles à la fin de l'année. Vous l'avez dit, il y aura 5,7 millions d'agents vont voter pour leurs représentants dans la fonction publique. Et donc, mon objectif, c'est d'aboutir en 2023 sur ce grand chantier, qui est un chantier d'avenir pour la fonction publique et d'avenir pour bâtir des carrières au sein de la fonction publique. Comment financer les dépenses dans un État où la dette a atteint une cote d'alerte, dixit Bruno Le Maire? Baisser le nombre des fonctionnaires? Ce n'est pas le programme que nous avons présenté aux Français. Vous voyez, on vient de parler qualité de service public. Moi, je crois aujourd'hui que dans le moment que nous vivons, il faut moins de fonctionnaires en administration centrale, plus de fonctionnaires sur le terrain. On l'a vu pendant la crise sanitaire. Donc baisser le nombre de fonctionnaires dans les administrations sociales pour les redéployer ailleurs. Ce mouvement de déconcentration, nous l'avons initié dans le quinquennat précédent, et notamment sous l'effet de la crise sanitaire. Parce qu'on a bien vu, on a beaucoup parlé du couple maire-préfet pendant la crise sanitaire, on a vu qu'il y avait besoin de plus de puissance publique, mais plus près de nos concitoyens, pour avoir plus d'accessibilité, plus de proximité. Donc moi, je crois à ça. Je crois à ce mouvement-là. Mais notre programme présidentiel, ce n'est pas un programme de suppression du nombre de fonctionnaires. Ça ne vous étonnera pas. Il faut réorganiser les choses et amener les services publics plus près de nos concitoyens. Ça ne vous étonnera pas. Le président du groupe LR à l'Assemblée, Olivier Marleix, on rappelle que Valérie Pécresse, dans son programme, voulait baisser le nombre des fonctionnaires. Voilà ce qu'il vous propose. Il y a 70 000 hauts fonctionnaires, dit-il, qui gagnent plus de 5 000 € par mois. Il estime que c'est trop. Si on baissait leur nombre de 10%, ça ferait de substantielles économies. Dans un contexte où il faut écouter les oppositions, est-ce que c'est intéressant? Moi, je trouve ça un peu démago de dire ça comme ça. Je crois qu'on a besoin d'une haute fonction publique. On a besoin de pouvoir aussi attirer les meilleurs. Parfois, nous sommes en difficulté dans la fonction publique pour recruter des chefs de service, des métiers de pointe aussi. Et donc, je pense que c'est un peu simpliste de dire les choses comme ça. Mais là où on peut se rejoindre, c'est moi, je veux moins d'administration centrale, plus d'administration sur le terrain. Je suis convaincu qu'avec les Républicains, mais aussi avec d'autres groupes d'opposition à l'Assemblée nationale, on peut créer du compromis et on peut trouver un consensus sur cette question-là. Comme question que soulevait Pascal Perret d'ailleurs sur LCI tout à l'heure, comment les collectivités locales vont-elles financer la hausse? En quelques mots, elles demandent à ce que vous les aidiez, parce que ça fait une charge supplémentaire, alors qu'elles doivent aussi investir par ailleurs. En un mot, vous allez les aider ou pas? Tout à fait ça. Ouais. Et d'ailleurs, avec mon collègue Christophe Béchu, nous avons réuni les collectivités territoriales, les employeurs territoriaux, la semaine dernière pour aborder ces questions-là. Parce que vous voyez, le pire de tout, c'est d'avancer à l'aveugle. Ce qu'elle demande, c'est de la visibilité sur les dotations de l'État. Et donc, l'engagement que nous prenons, c'est, dans les discussions budgétaires qu'on aura à l'automne, de leur donner cette visibilité, et je crois, une visibilité pluriannuelle, c'est-à-dire une capacité à se projeter dans le quinquennat. Et donc, nous serons au rendez-vous. Nous serons au rendez-vous. En plus de la visibilité. Mais nous serons au rendez-vous. Nous serons au rendez-vous, je vous le dis, Elisabeth Martichoux, pour donner les moyens aux collectivités territoriales de faire face. Il y a je comprends évidemment. Pas, moi, vous augmentez ou pas? Vous leur permettez d'aider? Vous voyez que nous sommes sortis du quinquennat d'avant, où on avait baissé les dotations générales de fonctionnement. C'était le quinquennat de François Hollande. Nous avons complètement inversé la donne dans le quinquennat précédent. Nous n'avons pas diminué les dotations générales de fonctionnement et nous avons donné cette visibilité. Eh bien, je crois que c'est exactement la même logique qui doit prévaloir dans ce quinquennat. Alors, c'est compliqué parce que ça compte dans les 25 milliards du futur paquet législatif pouvoir d'achat, les 7,5 milliards de la fonction publique. Donc, 25 milliards engagés pour pouvoir d'achat depuis octobre, plus 25 milliards, 50 milliards déjà dépensés. Se pose la question des impôts. Ni dette, ni impôts supplémentaires. C'est tenable? Ni dette, ni impôts supplémentaires. Pourquoi? Parce que cette politique, elle porte ses fruits. Elle porte ses fruits parce que nous réussissons à baisser les impôts pour les ménages. Nous l'avons fait très fortement dans le quinquennat précédent. On va continuer à le faire. Je pense par exemple à la redevance télévision. Et puis, nous baissons les impôts des entreprises dans le pays pour créer de l'emploi. C'est définitif, la suppression de la redevance. Moi, je crois à cette politique-là. Pourquoi? Parce que cette politique, elle porte ses fruits. Elle permet de créer de l'emploi
mieux que chez nos voisins européens. Elle permet d'avoir de la croissance. Vous dites, elle préserve mieux la que chez nos croissance voisins européens. qui nous rapporte des recettes. Elle permet au final de baisser les déficits. Alors j'ai une question à vous. Parce que en générant de l'emploi, en générant de la croissance, eh bien aussi nous réussissons à faire baisser la dette. Donc il y a des dépenses qui sont des dépenses d'investissement. Quand on protège les Français contre l'augmentation des prix de l'énergie, oui, je crois qu'on a une politique macroéconomique qui est bonne pour le pays. Parce que justement, elle nous permet d'être mieux protégés de l'inflation. Et l'inflation, c'est terrible, c'est un fléau pour une économie. Une taxe exceptionnelle sur les super profits des entreprises qui ont de fait beaucoup gagné. Elles ne sont pas des vampires comme certains les présentent, mais de fait, elles ont beaucoup gagné pendant la crise. Elles font des super profits. Est-ce que ça, c'est un impôt supplémentaire, selon vous, j'allais dire presque philosophiquement, ou un effort pour soutenir le pays que tout le monde peut admettre? Bien, moi, l'effort que je souhaiterais, ce n'est pas moi qui serais décisionnaire de cette je vous demande votre avis. Augmentation éventuelle d'impôts. L'effort qui me semblerait pertinent, ce serait d'aider directement nos concitoyens. On parle de grandes entreprises de l'énergie, par exemple, c'est de faire baisser le prix à la pompe en ce qui concerne les carburants. C'est de réussir à participer à la non-augmentation du prix de l'électricité, du gaz. Moi, je souhaite que l'on puisse aider directement nos concitoyens. Parce que ce sont les Français qui, dans le moment que nous vivons, donc la ont taxe besoin d'aide. exceptionnelle pour donc, vous, je suis plutôt favorable à des efforts supplémentaires de la part, par exemple, de ces énergéticiens. Bien, vous savez, il y a beaucoup de leviers. Ce sont des entreprises qui ont beaucoup de liens avec la puissance publique. Donc je crois qu'il y a des leviers de négociation, des efforts ont déjà été obtenus de la part des grands énergéticiens. Si les entreprises, je repose ma question parce qu'on a très peu de temps. Si les entreprises n'augmentent pas les salaires... Moi, je ne suis pas favorable à augmenter les impôts. Voilà, je vais vous le dire très clairement. Et une taxe exceptionnelle, c'est un impôt. Je ne suis pas favorable à... oui, je ne sais pas comment vous l'appelez, mais ça ressemble à peu près à un impôt de près ou de loin. Ouais. Moi, je suis favorable à une politique économique qui est stable. Mais si elles ne le font pas, Stanislas Guerini, est-ce que c'est juste... Je ne suis pas favorable à augmenter les impôts. En revanche, vous ne pouvez pas obliger les entreprises privées je suis à augmenter les favorable, salaires. Y compris en mettant beaucoup de pression, y compris en mettant beaucoup de rapports de force. Et il y a des leviers quand il s'agit de ces grandes entreprises énergéticiennes, pour beaucoup, pour qu'elles aident directement nos concitoyens, pour baisser les prix à la pompe. Il y a Total, mais sinon, ce sont des entreprises qui sont... C'est beaucoup plus efficace parce que c'est beaucoup plus rapidement visible. On commençait notre échange ce matin en parlant des conséquences sur la feuille de paye. Quand quelqu'un va faire le plein, il voit bien les conséquences d'une aide supplémentaire. Mais l'inflation, elle touche aussi les produits alimentaires, par exemple. Il y a les entreprises de la grande distribution, vous n'en parlez pas. Bien entendu. Mais elles aussi, elles ont gagné de l'argent. Et tant mieux pour elles. La limitation des prix, l'aide aussi aux producteurs quand il s'agit des distributeurs dans la grande distribution, c'est essentiel. On a donné des leviers. On a fait une loi et même 2 lois dans le quinquennat précédent pour pouvoir avoir des leviers de négociation avec la grande distribution pour aider les paysans dans notre pays. Bien oui, ça je crois effectivement que c'est plus rapidement effectif pour nos concitoyens. On a compris votre philosophie. Discours de politique générale d'Elisabeth Borne. Ce sera mardi, ça vient d'être confirmé par un journal officiel qui ne dit rien d'un vote de confiance ou pas, mais Olivia Grégoire, à l'instant, dit qu'elle n'a pas pris sa décision. Je vous pose la question, devrait-elle, selon vous, Stanislas Guerini, engager sa responsabilité par un vote de confiance mardi après son discours? Je pense, et je ne dis pas ça pour éviter votre question, je pense qu'il est un peu tôt pour le dire. Pourquoi ? Elisabeth Borne est en train de mener des consultations, elle le fera encore aujourd'hui, avec les présidentes, les présidents des différents groupes d'opposition à l'Assemblée nationale, pour voir quelle est notre capacité à créer des majorités d'intérêt général, des majorités de compromis. Bien, moi, je crois que c'est à l'issue de ces discussions, par exemple, que la Première ministre pourra prendre Édouard Philippe, sa décision. Que vous connaissez bien, oui, engagez-vous. Parce que c'est difficile, il faut le faire. Vous connaissez cet adverbe. Parce que c'est difficile, c'est parce que c'est difficile qu'il faut le faire. Est-ce que ça n'aurait pas, pardon pour l'expression, donnez-moi votre avis, de la gueule, qu'elle engage sa responsabilité, ce qui lui permettrait, si elle gagnait, évidemment, d'être légitimée. Je crois que dans le moment que nous vivons, moment politique, mais moment aussi de la situation du pays, de grandes difficultés, ce qui compte, c'est pas ce qu'il y a de la gueule ou qu'il n'y a pas de la gueule, ce qui compte, c'est notre capacité à avancer, à faire. Voilà. Moi, je crois très profondément à ce que disait le président de la République. Les Français n'ont pas fait le choix de l'immobilisme. Quand je croise des habitants dans ma circonscription, les questions qu'ils me posent, c'est est-ce que vous allez réindexer les retraites sur l'inflation ? Quand ? Est-ce que vous allez augmenter le point d'indice ? Est-ce que vous allez faire ci ou vous allez faire ça ? Je comprends ce Notre que vous capacité,
c'est la capacité à avancer. Et donc, ce qui compte, c'est de pouvoir construire des majorités pour faire avancer des textes, pour faire avancer des mesures concrètes. Bien, c'est pour ça que je vous réponds. Mais ça veut dire qu'elle attend de savoir si elle sera mise en minorité ou pas pour décider le vote de confiance ou pas. Elle n'est pas kamikaze. Bien, cette semaine, elle est décisive, la semaine que nous sommes en train de vivre, pour justement voir quelles sont nos possibilités dans l'intérêt du pays, dans l'intérêt de nos concitoyens, à pouvoir bâtir ces majorités d'action. Et donc je crois effectivement qu'il est raisonnable pour la Première ministre de voir quel est le fruit de ces consultations, donc encore deux questions. Prendre sa décision, et ça sera sa décision. Jean-Luc Mélenchon a dit hier pressentir sur son blog une alliance tacite entre majorité et RN, qui à ses yeux se décide depuis les élections législatives, et qui pourrait justement culminer par une abstention massive de l'extrême droite s'il y avait une motion de censure, que la NUP entend déposer la motion de censure s'il n'y a pas justement de vote de confiance. Est-ce que vous pouvez répondre à ce soupçon? Ce sont des délires mélenchonistes. J'ai vu hier, au moment où l'Assemblée nationale élisait la première femme présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet. Un moment assez merveilleux, je dois dire, où effectivement on a mis pause pour voir cette femme qui n'est élue que depuis 5 ans accéder à ce perchoir. Qui est un parcours absolument formidable, et c'est une grande fierté pour l'Assemblée, pas seulement parce qu'elle est une femme, mais parce qu'elle est une femme formidable. Vous voyez la réaction immédiate de Jean-Luc Mélenchon de créer une polémique sur le fait que le RN avait fait le choix de s'abstenir. Mais ce sont des délires. En réalité, Jean-Luc Mélenchon, c'est la grenouille qui voulait se faire aussi grosse que le bœuf dans la vie politique du pays. C'est-à-dire qu'il a obtenu à l'Assemblée nationale une coalition de gauche qui est la plus faible de toute l'histoire des coalitions de gauche à l'Assemblée nationale. Vous parlez du total gauche à l'Assemblée. Oui. Quand il y a une union de la gauche. Et il compense tout ça par une sorte d'ultra-présence médiatique à tout conflictualiser, quel que soit le sujet. Bien, je crois que ça n'est pas raisonnable. Parfois, lui aussi devrait pouvoir appuyer sur pause. Ça nous permettrait d'avancer sur des sujets d'intérêt général. Marine Le Pen dans le Figaro, elle préfère baisser les dépenses, mais il n'est pas inenvisageable, au contraire, dit-elle, que nous votions les mesures favorables aux familles. Opposition constructive du RN? Mais nous avons été extrêmement clairs sur cette question-là. Il n'y a pas d'accord à bâtir avec le RN. Nous n'aurons pas d'amendement partagé avec le Rassemblement national. Il y a une ligne qui est extrêmement claire, c'est notre boussole, pas d'alliance avec l'extrême droite dans notre pays. C'est très clair. Ça va mieux en 10 ans, ça n'a pas toujours été très position, clair. Ça sera la leur, ils font bien ce qu'ils voudront sur les différents votes, mais nous n'allons pas chercher par des coalitions, par des accords, les voix de l'extrême droite dans notre pays. C'est aussi clair que ça. Elle tend la main, vous ne la prenez pas? Bien, quand on a en face de nous l'extrême droite, je crois qu'il faut savoir ne pas perdre sa boussole. Merci Stanislas Guerini d'avoir été ce matin sur le plateau de LCI. Bonne journée à vous. Alors on verra si vous êtes ministre ou pas, reconduit dans le remaniement qui aura lieu juste avant le discours de politique générale, on imagine? C'est ça la logique? Il me semble que c'est plutôt probable comme ça. Merci à vous. Bonne journée. Dans un instant, le temps avec